bonjour. Alors je suis historiquement, enfin en termes de diplôme, d'abord architecte et j'ai exercé aussi comme architecte. Alors, je dis ça parce que en fait je suis vraiment à cheval entre la théorie, enfin je suis praticien et théoricien dans le sens qu'on voudra, sinon que l'essentiel de ce que je vais vous soumettre dans des termes un peu pas abstraits j'espère, mais un peu de philosophie politique, c'est penser que c'est essentiellement tiré de mes découvertes de la pratique. C'est-à-dire c'est la pratique qui a enrichi beaucoup mes réflexions philosophiques propres, plutôt que l'inverse. C'est une remise en perspective sur des questions tout à fait fondamentales de philosophie politique, parce qu'il reste des questions qu'on n'évoque pas souvent. Hier, il y a une assemblée à Toulouse de notaires de la Cour d'appel, on balaye ça sous le tapis. Il y a quand même des réserves par rapport au participatif. Notamment une réserve qui est, alors outre les questions des professionnels, comment on fait, bon, ça on s'en charge, on y arrivera, ça progresse. Mais il y a des réserves qui sont d'ordre politique, au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a en France, beaucoup plus qu'aux États-Unis, une grande réserve par rapport à tout ce qui peut ressembler à de l'entre-soi. Le problème de la communauté est un problème avec lequel la République a quelques difficultés historiques dans son rapport. Donc vous allez voir, on va aller vers ça, mais pourquoi est-ce que je vais revenir vers ces questions tout à fait premières, fondamentales, vous allez trouver que c'est un peu archéologique, etc. Mais parce que je pense qu'il y a des questions encore latentes qui ne sont pas clairement posées, disons, et je pense qu'il faut arriver à convaincre tout le monde du fait que la participation est aujourd'hui quelque chose d'incontournable à des échelles qui sont celles de l'habitat, mais aussi à l'échelle de l'aménagement urbain et à des échelles plus vastes, qui est celle du politique au sens où on l'entend habituellement. Donc, prenez quand même ce que je vais vous lire comme un essai et non pas comme un rapport de recherche, et je vous demande à l'avance d'être indulgent parce que pour serrer le propos, je l'ai écrit. Donc c'est toujours un peu assommant, c'est beaucoup plus difficile que de me laisser à parler, mais comme le temps est limité, c'est la seule solution. Donc la question de la participation dans l'habitat et la ville est d'abord, sans doute, philosophique et politique. Elle nous renvoie à l'universel problème de l'unité du multiple, soit de l'harmonie au sens ancien des Grecs. L'unité du divers, c'était vraiment la définition. Harmonie non seulement dans la nature, mais dans la cité. Ce que l'on appelle aujourd'hui communément la question du vivre ensemble. Alors, quand même, il y a au-delà de la critique marxiste, deux, trois citations quand même, ou références, disons, la critique marxiste d'Henri Lefebvre, si on cherche dans l'histoire, critique d'un urbanisme moderne qui projette dans l'espace les rapports sociaux aliénants du capitalisme, discours des années 70, notamment d'Henri Lefebvre, critique selon laquelle, il faut le noter, la construction des murs qui déterminent l'espace commun est clairement affirmée comme un fait politique. Et ça, je pense que c'est un acquis essentiel. Il y a aussi Hannah Arendt, évidemment, qui peut être convoquée, au-delà de la confusion, parce qu'elle a critiqué la confusion entre l'œuvre d'art et l'action politique, mais la condition de l'homme moderne, c'est l'œuvre d'art singulière, personnelle de l'artiste Démiurge, en l'occurrence l'architecte urbaniste Démiurge, qu'elle avait dans sa visée. Mais au-delà de ses pensées, et puis très peu d'autres, à ma connaissance, bien peu de philosophes se sont enquis de penser la question du politique comme œuvre collective incarnée par les murs de la cité. Rousseau lui-même, etc., lui-même distingue les murs et la loi lorsqu'il dit « Ils ne savent pas que les maisons font la ville, mais que les citoyens font la cité ». Comme s'il y avait deux choses parallèles et indépendantes, ce qu'on va tenter de remettre en cause, si je peux me permettre. Donc, or, cette question de l'œuvre collective se pose non seulement au sens de la constitution proprement politique de la cité, mais également et indistinctement à l'origine de cette œuvre par laquelle une société s'incarne dans l'espace par les murs et les ouvertures de cette cité, intérieur, extérieur, soit finalement dans l'architecture de l'habitat et de la ville. Il s'agit donc ici de penser
le double mouvement fondateur, que j'ai essayé d'inscrire dans le titre, le double mouvement fondateur par lequel les hommes œuvrent à se faire un monde, petit monde ou un plus grand, et comment, par leur œuvre commune, ils se constituent comme communauté politique. Je prends politique au sens premier, éventuellement très restreint. Ce qui, au fond, pourrait bien être la forme première d'un véritable développement durable, si l'on y pense, au plan indissociablement social, économique et environnemental. Là, tout tient ensemble. Ce que nous pouvons résumer, enfin moi je le résume souvent, en transposant une formule à l'échelle collective du Socrate de Valérie, mais on trouve ça aussi dans la psychanalyse, alors donc là c'est dans le Palinos, lequel Socrate dit « à force de construire, je crois bien que je me suis construit moi-même ». Et si on transpose cette formule à l'échelle collective, on trouve « c'est en construisant ensemble que nous nous construisons comme communauté ». Il y a une espèce d'interactivité, de réflexivité, souvent oubliée dans les politiques de la ville au sens traditionnel. Voilà. Donc, depuis en fait la République bien peu démocratique de Platon et jusqu'au siècle de toutes les grandes planifications, les derniers, en passant par les utopies modernes de Ledoux à Le Corbusier, bien peu en fait se sont enquis de ce que la cité incarnée dans les maisons, les immeubles et l'aménagement de nos villes elles-mêmes doivent être, pour faire société, sinon l'œuvre des citoyens eux-mêmes, comme en premiers âges, du moins se faire avec leur participation. Bien, tout le monde, vous tous ici, qui êtes acquis à la cause, pour vous c'est évident, mais au plan de la philosophie politique, et vraiment des fondamentaux, ça n'est pas si clair. Or, Simone Weil définissait cette participation 43 dans l'enracinement, qui d'ailleurs, lequel ouvrage fut probablement à l'origine de l'engagement de De Gaulle dès 1945 et en 1969, pour ceux qui sont ça pour la participation. Donc Simone Weil écrivait, je cite, « L'initiative et la responsabilité, le sentiment d'être utile et même indispensable sont des besoins vitaux de l'âme humaine. La satisfaction, je fais des petites coupes, ça ne se voit pas. La satisfaction de ce besoin exige que l'homme ait à prendre souvent des décisions dans des problèmes grands ou petits. Il faut qu'il puisse s'approprier par la pensée l'œuvre tout entière de la collectivité dont il est membre et qu'on lui fasse sentir clairement la part qu'il y prend. Toute collectivité, ça c'est le style de Simone Weil, toute collectivité de quelque nature qu'elle soit, qui ne fournit pas à ses membres ses satisfactions, est tarée et doit être transformée. Simone Weil, le philosophe. Vous voyez bien la différence. Mais, donc, au-delà de cette participation qui s'impose aujourd'hui, peu à peu, au sortir de 2 siècles de règne sans partage du paradigme industriel moderne, rares sont ceux qui conçoivent clairement et distinctement, c'est rare que j'emploie l'expression cartésienne, mais en université Descartes est ici, que notre œuvre commune n'est pas dans la seule loi établie par la volonté générale, mais qu'elle est d'abord dans l'association des citoyens à la co-construction d'un monde commun. Et nous allons le prendre, comme vous avez compris, d'une façon très concrète. Ceci dit, il ne s'agit plus aujourd'hui de construire une pyramide ou un palais, une cathédrale ou un palais d'une seule pensée, comme disait Le Corbusier, pour le roi, puis après la Révolution pour le peuple souverain, enfin, ça n'a pas changé grand-chose, qui s'est couché dans le lit du roi, Paul Blancard, soit d'une république une et indivisible. Ni cité de Dieu, autrement dit, ni cité idéale de Platon, d'Étienne Cabet ou de Le Corbusier, tout ça c'est la même lignée, ni utopie sociale du 19e ou collectiviste du 20e, toute réductive finalement à une idée, mais il s'agit là d'une construction infiniment diverse, rendue solidaire par la matière et le temps. La matière et le temps. Bref, il nous faut restaurer l'altérité des volontés, la matérialité et la temporalité de cette œuvre collective toujours originale d'une petite ville, village, petite ville, grande ville, qui est comme une grande maison, ou d'une grande maison qui est comme une petite ville, vous connaissez la formule d'Alberti, mais toujours, en l'occurrence, irréductible cette fois à une idée.
Une ville qui est réductible à une idée n'est pas une ville. Je dis ça toujours de façon provocatrice. Celle-ci ne peut donc résulter que de l'activité multiple, libre et conflictuelle, il faut dire, des hommes, conformément à la pensée d'Héraclite, pré-socratique, donc avant Platon, donc c'est de l'histoire très ancienne, mais dont vous trouvez des échos au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous retrouvez Zhuangzi en Chine, vous retrouvez des correspondances extraordinaires avant que nous ayons engagé notre chemin platonicien et aristotélicien tout à fait original. Je ferme la parenthèse. Donc, que disait Héraclite? Héraclite, dans un de ses aphorismes, dit « Ce qui est contraire est utile, et c'est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie. Tout se fait par discorde. » Bon, bref, tout se fait par... Toute création, pour Héraclite, naît de la discorde. C'est ainsi seulement que, travaillant la matière de notre monde commun, nous nous construisons comme communauté, laquelle s'incarne physiquement dans l'espace de la cité, formant un pacte social local, pourrait-on dire, scellé par l'architecture de ces maisons grandes ou petites, qui, de proche en proche, forment une ville. Car l'œuvre qui permet la coexistence harmonieuse d'une multiplicité humaine a nécessairement affaire à notre terre commune, notre seul monde commun. On fait plein de mondes virtuels aujourd'hui, mais le seul qu'on ait en partage, c'est bien notre terre commune. Elle a nécessairement affaire aux murs tirés de cette terre que nous dressons pour multiplier l'espace tout en le divisant. C'est le même acte. Et des murs qui nous réunissent tout en nous séparant les uns des autres, qui nous établissent dans des rapports durables et négociés qui font l'architecture d'une ville. En tout cas, de la ville, on va dire, pré-industrielle, voilà, comme ça. Car c'est par ces deux continuums aristotéliciens, c'est Arendt qui a fait appel à Aristote là-dessus, c'est par ces deux continuums aristotéliciens que sont la matière et le temps, que les hommes peuvent être irréductiblement autres, la vérité absolue de Lévinas, on est complètement autres, mais cependant s'accorder ensemble par leur œuvre commune. Et de même qu'il nous faut une bonne table qui nous sépare pour être ensemble, pour parler ensemble, de même il nous faut une terre et des murs en commun pour que chacun puisse se recueillir chez lui tout en étant avec les autres. Car il faut distinguer les murs qui séparent et les murs qui réunissent. Je n'ai pas commenté, mais le mur qui sépare, c'est celui qui est envoyé par le Code civil ou par une décision transcendante, politique transcendante, si vous voulez. Le mur qui réunit, c'est le mur qui est négocié par les voisins. Il les sépare, certes, mais c'est un accord qui est incarné dans ce mur. Donc il faut bien distinguer les deux. Et si la ville est née, comme le dit Cerda, de l'association des hommes, ces murs incarnent les formes les plus visibles, tangibles et durables de cette association, qui, avec les lois et la culture, ne formaient qu'une même et unique création collective aux origines de nos cités, et jusqu'à, pour l'essentiel, de nos communautés urbaines pré-industrielles. Dès lors, si l'on rendait aux citoyens la possibilité de participer, je dirais à nouveau, à cheval sur ces 2 siècles industriels où il n'en était pas question, de participer à nouveau à l'œuvre de leur habitat et de leur ville, ne pourrions-nous dire avec Rousseau, mais sans plus les opposer, que les maisons font la ville et les citoyens la cité, ensemble. Mais l'habitat participatif étant aujourd'hui encore l'exception, malheureusement, les citoyens sont presque unanimes à dire aujourd'hui, si on le leur demande, que l'habitat et la ville se font aujourd'hui sans eux. Micro-trottoir. Ou bien encore avec Gandhi, la formule que vous connaissez, que tout ce qui se fait pour eux sans eux se fait contre eux. Le ministre a repris la formule, comme vous savez. Ainsi, cette œuvre que l'on appelait autrefois une cité ne peut être édifiée suivant un plan idéal, je le disais, comme une pyramide ou une cathédrale. Elle doit nécessairement commencer par des maisons qui s'organisent librement autour d'espaces vides communs, comme les rues ou les places d'un village, voire comme des grandes maisons, immeubles, qui en ville réunissent entre les mêmes murs et sous le même toit, grâce à l'extraordinaire loi de 65, plusieurs familles par mutualisation des murs et partage des espaces communs. Dès lors, ces petites communes, pour ainsi dire,
attention parce que je vais employer le mot commune de plein de façons différentes, mais c'est un peu un jeu, donc j'attire votre attention là-dessus. Ces petites communes, pour ainsi dire, pourraient former ensemble, lorsqu'elles se rassemblent, de véritables communautés de communes, puis des communautés urbaines, puis des communautés métropolitaines, régionales, nationales, voire européennes, qui sait, sans cesser jamais de s'ancrer dans une terre et des murs, fondement durable de toute communauté. C'est un peu là l'essai que je fais, la thèse, si on peut dire. C'est ainsi, croyons-nous, que pourrait être progressivement et durablement édifié l'édifice d'une communauté politique véritable, d'un habiter, d'un vivre ensemble à de plus larges échelles. Mais ces immenses constructions que sont ces communautés urbaines, nationales ou internationales aujourd'hui, je suis rassuré que M. le Président soit pour dire ça, mais je crois que tout le monde en est conscient, sont autant d'institutions un peu abstraites pour le commun des hommes aujourd'hui, institutions un peu vidées de leur sens commun. Sens commun, je le prends vraiment au sensus communiste de Kant, c'est quelque chose d'essentiel, ce qui nous lie universellement entre hommes au-delà du langage, et dont la représentation démocratique ne parvient plus aujourd'hui à dissimuler une certaine vacuité, on va dire, et la perte de crédit, en tout cas, auprès des citoyens. Ces édifices institutionnels menacent de s'effondrer tant ils manquent d'appui, tant ils manquent de ces solidarités humaines que nous avait léguées l'histoire et les traditions vivantes. Parce qu'au fond, en ignorant la terre et l'histoire, on a méprisé les trois conditions de toute œuvre et de toute communauté humaine, que sont l'autre, la matière et le temps. Alors j'ai fait un certain nombre d'ouvrages dans les années 2000 sur ce sujet, donc c'est qui s'appelle L'œuvre et le temps d'ailleurs. Et l'autre, la matière et le temps, qui sont des conditions soigneusement occultées par la philosophie et la république idéale de Platon. Donc c'est jusque-là qu'il faut sans doute rechercher cette occultation. J'ai bientôt fini. La Révolution française a voulu en finir, par ailleurs, avec les corporations. Non, d'une part, la Révolution française a voulu en finir, comme vous le savez, suivant cela, Rousseau, a voulu en finir avec les corporations, les associations civiles, professionnelles, religieuses, bref, avec tous ces corps intermédiaires qui faisaient obstacle, selon Rousseau, à la relation entre l'État au service de la volonté générale et les citoyens libres et égaux en droit. De même, l'urbanisme moderne, plus tard, au XXe siècle, a voulu en finir avec la ville, avec ses espaces intermédiaires, ses cours, ses rues, ses places où prospéraient depuis des millénaires, non pas seulement les problèmes hygiéniques, mais aussi ces solidarités sociales dont sont nées les communes médiévales, elles qui furent l'alternative civile au monopole de la violence des pouvoirs féodaux. Nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, à une époque de grande ambiguïté à l'égard de la communauté, que l'on propose à droite comme à gauche, que l'on oppose, à droite comme à gauche, à cette République dont on craint que la perte d'autorité n'entraîne partout le chaos. Mais nous manquons en fait, peut-être que c'est l'inverse, nous manquons de commun, nous manquons de communauté, et même si tous se mettent à invoquer la res publica, la chose publique, contre la hantise française du communautarisme, bien peu au fond l'entendent aujourd'hui comme l'espace d'un partage, d'une égalité, d'une liberté de construire ensemble et de participer à l'œuvre commune, sans laquelle il n'est pas de communauté durable, selon cette thèse que je vous propose. Car ne serait-ce pas par la base, bottom-up, comme on dit, et non par le sommet, par la terre et non par les idées, qu'il nous faut essayer de reconstruire aujourd'hui les conditions d'un vivre ensemble. Non par un entre-soi autour de valeurs héritées, d'identités closes, crispées dans l'angoisse autour de leur perte de sens, et de leur désœuvrement, mais par ces nouvelles communautés à l'œuvre qui réinventent sous des formes toujours originales ces formes urbaines qui assurent cette unité du multiple que les anciens Grecs appelaient harmonie.